Ligne droite. Le grand entretien, Richard de Sèze. Bonjour Richard. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Nous avons le plaisir de recevoir ce matin Pascale Morinière, médecin, présidente des associations familiales catholiques, les AFC, pour évoquer une initiative particulièrement intéressante, Viva, avec un point d'exclamation, je le montre, c'est marqué dessus, qui se tiendra les 22 et 23 mars prochains à Vincennes. Pascale Morinière, merci beaucoup d'être venue présenter cette initiative. Merci et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, c'est quelque chose qui nous a particulièrement intéressés parce que c'est des initiatives positives. Alors, c'était, par rapport au marasme dans lequel on est, c'était absolument stupéfiant et intéressant. Voilà. L'objectif de Viva Plus est de présenter au grand public des initiatives positives sur le couple, la famille, la vie naissante, etc. Viva veut s'inscrire dans une dynamique joyeuse et confiante dans l'avenir. Ça tranchait. Alors, comme on va être joyeux pendant 22 minutes, on va commencer par poser quand même un diagnostic absolument désastreux. C'est quand même ce qui fonde cette Viva Plus, c'est l'idée qu'il y a une paupérisation des familles, qu'elles soient monoparentales ou nombreuses. Évidemment, il y a ce climat anxiogène où on nous parle d'euthanasie, de fin de vie et de rançonner les retraités. Les violences intrafamiliales et extrafamiliales explosent. On ne va pas revenir sur l'actualité. Malgré tout, voilà, parlons un peu de l'état de la société. Alors, effectivement, on s'en rend compte au sein des AFC, puisque les AFC, c'est 280 associations sur tout le territoire français. Et donc, on a un retour de milliers de familles qui nous disent les difficultés qu'elles rencontrent. Effectivement, la paupérisation qui est leur premier problème. Il n'y a pas seulement les familles monoparentales, vous l'avez dit, qui sont pauvres, mais il y a aussi les familles nombreuses, en particulier à partir de 4 enfants. On a le même problème que les familles monoparentales. En général, on est monosalaire, c'est ça la difficulté. Et donc, ces familles-là sont aussi, pour 40% d'entre elles, sous le seuil de pauvreté, ce qu'on dit assez rarement. Donc, difficultés économiques, mais aussi difficultés pour s'occuper de ses parents âgés. On a besoin de 2 salaires dans la grande majorité des cas. On a moins de temps. Les familles sont moins regroupées géographiquement et c'est plus compliqué de s'occuper de ses vieux parents. Cette solidarité intergénérationnelle a plus de mal à se vivre. Mais on peut parler aussi de l'éducation. On peut parler des résultats des fameuses études PISA qui testent les résultats scolaires des petits Français et qui sont année après année moins bonnes. Donc les parents ont le sentiment de ne pas être aidés dans ces dimensions éducatives, de ne plus avoir l'étayage de la société comme il pouvait y avoir aux générations précédentes. On peut aussi citer, si on continue notre bilan noir, on peut citer tout ce qui tourne autour de la santé, en particulier la santé mentale des jeunes, avec, j'ai relevé un chiffre, 31% des jeunes de 12 à 25 ans ont connu plusieurs mois de dépression au cours de la dernière année. Voilà, donc c'est colossal, presque un tiers des jeunes Français ont des périodes de dépression. À tel point que c'est la grande cause nationale pour 2025. Mais on peut aussi citer, et c'est moins dit, la prévalence des infections sexuellement transmissibles. On a un petit peu regardé ça autour du fameux programme sur l'éducation sexuelle. C'est plus un sujet, ça l'était dans les années 80, n'empêche qu'elles explosent. Le sida est à nouveau à la hausse. Voilà, donc tout ça crée un climat que vous qualifiez à raison d'anxiogène, de difficile, l'impression de menace, que les familles ont besoin de se regrouper, de se tenir au chaud et solide entre elles parce que l'environnement est compliqué et difficile. Et donc au milieu de tout ça, on a besoin de bulles d'oxygène, de lieux où pouvoir un petit peu se ressourcer. C'est l'objectif de ce forum Viva. Alors, il n'y a pas que les familles qui se regroupent, parce que l'une des originalités du forum, c'est que vous avez réussi à faire travailler les associations ensemble. Je crois que 17 associations sont regroupées pour ce forum. Donc, rien que ça, c'est déjà un tour de force. Oui. Alors, c'est une œuvre de longue haleine. Ça ne se fait pas en un jour. Et ça dure depuis, ça a commencé en 2017 en fait, donc c'est ancien. Ce qui nous a fait nous regrouper, c'est la loi pour le délit d'entrave numérique, qui était une loi de 2016, qui a un peu inquiété un certain nombre d'associations qui se sont dit mais qu'est-ce qu'on pourra dire maintenant sur la question de la vie ? On pourra même plus prendre la parole. Donc après, cette loi a évolué, elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel, donc on peut toujours prendre la parole. Mais ça a été le déclencheur pour se dire il faut qu'on se regroupe, et en se regroupant, on est plus fort. Et on a lancé à ce moment-là, avec quelques-uns,
des week-ends pour la vie qui regroupaient des associations pour travailler ensemble les sujets autour de la vie, mais aussi pour mieux se connaître, pas être dans une compétition, mais plutôt dans une collaboration, et puis aussi parce que c'était des chrétiens pour prier ensemble. Ces week-ends pour la vie se sont répétés régulièrement, et en 2022, à ce moment-là, les associations qui étaient peut-être une vingtaine, il y avait 35 personnes qui participaient, nous nous sommes dit, on est sans doute mûrs pour faire du collectif, pour se regrouper, pour avoir un projet tous ensemble, pas seulement se rencontrer une fois par an. Et on a fait ce qu'on appelle de l'intelligence collective qui a abouti à ce forum Viva. Donc c'est venu sur quelque chose déjà de travailler sur les liens entre les mouvements. Ce qui permet cette unité et ce qui permet de s'accorder, parce que faire de l'unité, c'est compliqué, s'accorder sur les messages, sur les angles, sur les invités que nous souhaitons avoir, sur l'ambition, etc. Voilà. Et vous aboutissez à un projet qui est vraiment original parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une fois de plus une série de conférences, même passionnantes, sur les raisons qui nous ont amenés à ce paysage dévasté que nous évoquions tout à l'heure, sur les principes philosophiques qui seraient nécessaires pour rétablir une pensée autour du bien commun de l'intérêt général. Vous avez décidé, en fait, de vous centrer sur 5 thématiques et de faire en sorte de ne pas n'avoir que des conférences, mais au contraire d'avoir des ateliers où ceux qui viendront au Forum Viva, donc les 22-23 mars prochains, pourront rencontrer des gens qui ont des solutions, comme on dirait dans un salon informatique, pour les aider véritablement à gérer l'envie de lecture de leurs enfants, à parler d'éducation affective et sexuelle à un garçon de 9 ans, enfin, des choses pratico-pratiques. Oui, on a essayé de faire quelque chose de très concret avec ce constat que je crois que les Français en ont assez qu'on leur fasse la leçon, et peut-être même en particulier de la part des chrétiens, cette impression qu'on donne des leçons de morale, surtout dans la situation qu'on connaît, la situation des abus, c'est inaudible aujourd'hui. En revanche, nous, on est toutes ces associations. Alors, je les ai pas citées, mais j'en citais quelques-unes, à part les AFC. Il y a la Fondation Le Jeune, il y a Vita, il y a la Marche pour la Vie, il y a Teen Star, il y a des maisons d'accueil, comme la maison de Rosalie, il y a Amour et Vérité, il y a l'OCH pour le handicap, voilà, un certain nombre d'associations. On a toutes ces associations ont des compétences et donc ont eu envie de les mettre au service des personnes tous ensemble. Donc effectivement, on n'est pas dans le cours, l'enseignement magistral, pas du tout, mais bien plutôt dans qu'est-ce qu'on a repéré des souffrances ou des difficultés ou des joies aussi, et sur quoi et comment est-ce qu'on peut à la fois apporter une parole qui redonne le sourire, qui redonne de l'enthousiasme, qui remet en situation proactive par rapport à sa vie, mais aussi comment on peut aider très concrètement. Par exemple, il y a avec nous le Clerc Amour et Famille qui va avoir des points écoute avec des conseillers conjugaux, donc qui met à disposition gratuitement du conseil conjugal, parce qu'on sait bien que le maillon faible dans la famille, c'est souvent le couple qui est mis on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais qui est souvent mis à mal. Voilà, bon, les AFC vont faire des chantiers éducation. Nous sommes association de consommateurs. Il y aura un point écoute pour les litiges de consommation. Et chacun, comme ça, va pouvoir mettre au service toutes ses compétences pour aider les personnes. Alors, vous avez décidé de regrouper toutes ces initiatives autour de 5 thématiques clés qui sont vraiment elles aussi intéressantes, puisque à chaque fois on voit bien que il s'agit presque d'examiner la vie quotidienne et de se dire voilà quels sont les pain points comme dirait un consultant en expérience utilisateur. Il y a les fragilités, la vie, la famille, le couple, la fin de vie. Les fragilités par exemple, c'est la reconstruction après une épreuve, l'équilibre vie familiale professionnelle, la santé mentale et la souffrance psychique, les difficultés économiques, les addictions, le handicap, la résilience des aidants, les métiers au service des fragilités. Comment est-ce qu'on arrive en fait à prendre chaque compétence à l'intérieur de chaque association et se dire en fait ça, on crée presque un pôle fragilité? Alors en fait, les associations, les 17, se sont regroupées en 5 groupes qui correspondent à ces 5 thématiques qui sont les temps de la vie en fait, le début de la vie, la grossesse, la naissance, le couple, la constitution du couple, la famille avec toutes les questions éducatives, la fragilité parce qu'une vie a toujours des fragilités, aucun de nous ne passe à travers les épreuves, et puis la fin de vie qui est aussi cette espèce de la montée finale, on peut dire, voilà, ces derniers temps du grand âge.
On se met par petits groupes et puis chacun selon ses compétences. Par exemple, Vita était autour du début de la vie, par exemple. Voilà, l'OCH était bien sûr davantage, donc l'Office chrétien des personnes handicapées travaillait davantage sur la question des fragilités. Et de ce fait, quand on parle de ces questions-là, c'est pas la théorie, ce sont des visages, ce sont des cas concrets. C'est ce qu'on a vu la semaine d'avant ou dans le mois précédent. Ce qui nous a été rapporté, c'est les personnes qu'on a accompagnées. Et donc, on arrive à faire quelque chose d'extrêmement concret et ajusté aux besoins des familles. Et on n'est pas du tout dans la théorie. On est, vous voyez, par exemple, sur les débuts de vie, accompagner la fertilité avec les naprotechnologies. Donc, à la fois, on traite du problème de l'infertilité, qui est un problème important actuellement, mais plutôt que d'être dans la déploration et de dire « Ah là là, c'est terrible », en même temps, naprotechnologie, on apporte une solution et on accompagne les personnes pour qu'elles découvrent ces techniques autour d'une fécondation, du soutien à la fécondation naturelle. Mais on traite aussi de sujets plus difficiles. Vous voyez, par exemple, famille recomposée, défis et pistes. À la fois le constat, les défis, voilà. Mais pistes, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment s'organiser? Donc, pas de jugement moral sur la situation des personnes. On prend les situations de famille comme elles sont et on aide pour aller un petit peu plus loin, pour améliorer, pour donner du courage et d'apporter des solutions. Donc le forum est organisé autour, alors il y a des conférences plénières, mais il y a surtout cette multitude d'ateliers, une cinquantaine je crois, sur les 2 jours. 80 voilà, ateliers. Ça m'apprendra à mal lire le programme. Il y en a une vingtaine qui sont dédiés aux jeunes. Jeunes, c'est-à-dire de 16 à 25 ans. Voilà, il y a 2 catégories, il y a les lycéens et puis il y a quelque chose pour les jeunes pros, pour être adaptés aussi, pas être que sur des questions familiales qui les concerneraient moins. Oui, effectivement, entre 16 et 25 ans, c'est ça. On est peut-être en couple, mais on n'est pas déjà en train de s'occuper, la plupart du temps, de l'éducation des enfants. Vous aviez dit quelque chose tout à l'heure en parlant de l'OCH. L'un des ateliers est « Je voudrais embaucher quelqu'un d'handicapé, comment faire ?» La formulation n'est pas exactement celle-là, mais là aussi, ça avait tiré mon œil sur le programme. Mon enfant est malade ou handicapé, si on en parlait. Ouais. Il y a ça, mais il y a aussi « Je veux embaucher une personne handicapée ». Oui, il y a ça aussi. Alors, il y en a tellement... et voilà. Et si j'embauchais une personne avec un handicap, voilà, oui. Et donc, ça veut dire... quelqu'un, un chef d'entreprise ou un responsable d'encadrement qui se dit très bien, faisons un geste, mais en fait concrètement comment ça marche, aura en face de lui quelqu'un qui lui expliquera justement les difficultés à appréhender, la manière dont l'État accompagne ou n'accompagne pas. Enfin voilà, ce sera là aussi oui. Tout juste si on lui remet pas la fiche pratique, j'embauche quelqu'un. Oui, c'est un petit peu ça. Et alors ça, c'est la formule des ateliers qui sont, on est au coude à coude. C'est-à-dire on examine ensemble un problème. Il y a un nombre de places limité. C'est une salle de classe à peu près, donc une 30aine de personnes. On peut s'inscrire au Forum Viva à l'avance et donc choisir son programme et réserver sa place. Donc ça permet de rencontrer les personnes les plus compétentes sur ces sujets-là et d'avoir leur retour du concret, du pratique. Comment je m'y prends pour embaucher une personne handicapée. Alors, un atelier dure combien de temps ? 1 heure. 1 heure, voilà. Donc, oui. En 1 heure, effectivement, on a le temps de faire le tour de la classe et d'examiner quelques cas. Ça. Et la personne a en face, en fait, un référent dont elle sait qu'elle appartient à une association dont c'est véritablement la spécialité. C'est ça, et il y a possibilité de donner suite après, d'avoir les coordonnées de la personne, de continuer. En tout cas, c'est un premier fil qu'on peut tirer pour aborder une question. Beaucoup d'autres choses. Il y a pas mal de choses pour les couples aussi. La vie de couple a l'ère des écrans. Vrai problème, en fait. Le premier perturbateur des couples, aujourd'hui, c'est les écrans. Donc, réfléchir à ça, une personne compétente sur le sujet, des lectures ou des ressources pour continuer à réfléchir, avancer en couple. À chaque fois, c'est vraiment du concret pour aider. Alors, il y a quelque chose qui m'a un peu plus parlé, c'était Le Monde Bouge, la mission des grands-parents aussi. Alors, effectivement, on est passé d'un modèle où on était encore dans Berthe Bernage et en fait non, c'est fini la semaine de Suzette. D'abord les grands-parents travaillent, donc les enfants travaillent, les petits-enfants sont à l'école. Effectivement, quand les grands-parents travaillent et que papa et maman leur disent tiens, on vous donne les enfants pendant 15 jours cet été, en fait non, eux aussi avaient besoin de vacances. Donc
Comment est-ce que ça marche, la mission des grands-parents aujourd'hui ? Ça, c'est une vaste question. Effectivement, les grands-parents, ils sont plus du tout ce qu'on a pu connaître d'une grande proximité géographique. J'insiste là-dessus parce que jusque dans les années 60-70, c'était quand même le cas. Les familles étaient souvent regroupées. Donc les grands-parents sont loin et souvent, oui, ils sont au travail, ils sont moins disponibles, ils sont pas moins aimants. Et donc il y a des nouvelles façons d'imaginer les choses pour pouvoir se voir et avoir des relations. Alors évidemment, ils sont pas indéfiniment au travail, donc il y a quand même à un moment cette possibilité de davantage d'interaction. Les AFC, nous avons lancé quelque chose tout récemment, qui est d'ailleurs dans le Famille chrétienne de cette semaine, avec le retour. On a lancé un concours intergénérationnel pour raconter, ça s'appelle « Raconte-moi l'histoire de ta vie ». C'est un concours qui va être relancé l'année prochaine, où les petits-enfants sont invités à raconter l'histoire de vie de leurs grands-parents. On a été émerveillés par les récits que nous avons reçus, puisqu'il fallait au moins écrire 20 pages, donc c'est un gros effort, par la qualité et par ce qui en ressort de tendresse et d'affection entre les générations. Voilà, donc ça a été primé. Si vous voulez avoir les détails, eh bien, achetez le Famille chrétienne. Je n'ai aucune action dans cette revue, mais voilà, il y a un beau reportage. C'est des façons simples de continuer à avoir des liens, de renforcer les liens. Certains parents dans la génération du milieu se sont rendus compte qu'ils découvraient des choses de leurs propres parents grâce à ce travail. Et en fait, les concurrents nous ont tous remerciés d'avoir organisé ça. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'un concours. Ça fait partie des choses qu'on peut... Alors, il y aura un témoignage qui sera fait par les lauréats au Forum Viva, mais ça fait partie des choses assez simples qu'on peut mettre en place pour les liens intergénérationnels. Ces 17 associations qui se réunissent donc existent depuis assez longtemps pour certaines d'entre elles. Et à quel moment, donc vous nous avez dit 2017, voilà ces lois où on menaçait en fait d'interdire toute contestation sur le sujet de la défense de la vie. À quel moment vous vous êtes dit mais notre véritable richesse, c'est en fait ce contact au quotidien avec tous ceux qui souffrent, qu'on aide et à force de parler des principes, on oublie qu'on a en fait une expérience humaine qui est entre guillemets sous-valorisée par rapport au grand public. Alors je pense que je peux pas parler à la place des autres associations, mais je pense que la plupart en sont convaincus et depuis longtemps. Alors sans doute est-ce nous les plus anciens, puisque nous fêtons cette année nos 120 ans. Oui. Et depuis le début, les AFC, c'est une initiative locale qui s'est répandue concrète à partir d'une expérience à Saint-Rambert en Bugey, dans le Bugey. C'est là qu'il y a eu la première AFC en 1905. Et donc, depuis le début, on a un ancrage local et on y est très, très attaché. Ce sont nos familles qui sont notre richesse. Notre légitimité, nous la devons à nos plus de 20 000 familles à jour de leur cotisation, parce que beaucoup plus nous suivent. Et je pense que c'est la même chose pour les autres mouvements qui sont au contact du terrain au quotidien. Je pense Alliance Vita qui a des lignes d'écoute, c'est aussi ce qui leur donne leur légitimité. La Fondation Le Jeune qui a des consultations pour les personnes en situation de handicap, même chose. Vous voyez, c'est ça qui est notre richesse à tous. Et je pense que alors que l'on voit que les choses se dégradent et ont continué de se dégrader, eh bien, il y a un moment où il faut se dire occupons-nous de l'essentiel. Occupons-nous au plus près, faisons de la subsidiarité, occupons-nous au plus près des personnes, au plus près des familles, parce que c'est à partir de là que de proche en proche, on peut faire du bien et on peut construire quelque chose qui sera différent de ce qu'on a connu. Moi, j'évite le reconstruire, parce que ce donne l'impression qu'on va faire comme avant. En fait, c'est jamais comme ça que ça se passe. On fera du tout nouveau pour l'avenir, mais où il y a une possibilité d'un équilibre de la société fondé sur la famille, parce que c'est la cellule de base et la cellule vitale de la société. Et ce qui est très positif, c'est justement de se dire, on ne peut pas forcément agir à un niveau politique, mais on peut agir dans la vie des gens. Et donc, Viva, avec ce point d'exclamation, c'est le fait de dire, mais les solutions existent, venez les chercher, et bien sûr, peut-être portez-vous, vous aussi, un diagnostic désespéré, amer ou furieux sur la société, mais sinon, vous avez des problèmes concrets, et ces problèmes-là, eux, peuvent être résolus. Oui, alors je pense en vous écoutant à ce qui se passe actuellement avec le programme sur l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité. Les familles se disent c'est incroyable, nos enfants vont être pris
leur liberté de conscience va être prise en otage à l'école. Voilà, donc on peut déplorer, on peut se lamenter, on peut déplorer, on peut se dire ça. Et puis on peut se dire, mais moi parent, moi maman, moi papa, qu'est-ce que je peux faire sur cette question pour mon enfant? Et donc il y a un certain nombre d'ateliers, 4 de mémoire, sur l'éducation affective et sexuelle, parce que c'est la base du couple, c'est la base de la famille, c'est la préparation au très long terme à la vie conjugale. Et les parents, s'ils sont les premiers et principaux éducateurs, ce que nous répétons régulièrement, il faut qu'ils prennent ça en main. Ils ne peuvent pas se lamenter et ne rien faire dans le même temps. Donc, la balle est dans le camp des familles. OK, l'école n'est pas ce qu'on aimerait, ce qu'on désirerait, et on se bat pour ça. Et nous, aux AFC, les premiers. N'empêche que prenons aussi nos responsabilités de parents et occupons-nous de l'éducation de nos enfants sur ces questions-là. Voilà, donc il y aura un atelier au moins, éducation affective et sexuelle. Que dire à mon enfant entre 8 et 12 ans? Voilà. Alors, il y en a 2 pour les 8-12 ans et il y en a un pour les ados et je pense qu'il y en a un pour les grands jeunes. Pour les Voilà. grands jeunes. Oui. Dans la thématique famille, il y a le budget familial. Oui. Alors, ouais, donc ça, c'est-à-dire que là aussi, on viendra expliquer aux gens, on parlait tout à l'heure des difficultés des familles monoparentales, mais aussi des familles nombreuses, de leur paupérisation. C'est pas 20 trucs et astuces pour mieux gérer son budget familial, mais quand même, il y a l'idée on vous explique comment ça fonctionne. Oui, alors les AFC sont une association de consommateurs. On fait partie, alors, n'est pas la plus importante des associations de consommateurs, mais on gère ces questions-là au quotidien. Dans nos antennes consommation, on voit des personnes qui sont des familles minées par le surendettement et donc avec une grande habitude d'accompagner pour apprendre à gérer, ce qui n'est pas forcément automatique et naturel. Et cette année, on publie des brochures éducatives. On en a publié une sur l'éducation à l'argent de poche. En fait, c'est l'éducation à comment se servir de son argent, ce qui est souvent un implicite dans les familles. On n'éduque pas à la question financière. Les enfants apprennent sur le tas, en voyant leurs parents plus ou moins bien faire. Eh bien, on s'est dit qu'il fallait réfléchir à ça et donner des moyens aux parents pour mieux éduquer leurs enfants à ces questions-là, pour mieux apprendre à gérer plus tard son budget. Donc effectivement, il y a des familles qui traversent une passe difficile et qui ont des difficultés. Des aides existent, des façons de s'y prendre existent. Et donc là aussi, nous mettons notre compétence d'association de consommateurs à la disposition de ceux qui pourraient en avoir besoin sur ces questions-là. On ne s'adresse pas que aux familles riches pour qui tout va bien et qui n'ont pas de difficultés particulières. On a fait... Qui seront quand même bienvenus à Vival Forum. Qui seront bienvenus. Mais vous voyez, on a fait le choix de... le parc floral de Paris, il est à l'est de Paris. C'est plus compliqué de remplir le parc floral. Voilà, plus compliqué. Peut-être ça aurait été plus facile et plus simple dans les côtés ouest de Paris ou dans une grosse école parisienne. Voilà, on a fait ce choix-là pour pouvoir rejoindre ceux qui ont peut-être plus besoin. Et en particulier, vous citez la question économique, sur ces questions économiques, mais pas que. Voilà, pour pouvoir parler au plus grand nombre. Pas à ceux qui sont déjà convaincus, pas à ceux qui ont déjà tout reçu, mais à ceux pour qui la vie est plus difficile. Lorsque vous avez préparé au cours de ces années de rencontres et de maturation de ce projet, est-ce qu'il y a eu une ou deux bonnes surprises, un moment donné où vous vous êtes dit « Ah, mais c'est incroyable, en fait, on avait ça sous la main, on l'avait pas bien vu, on n'avait pas bien considéré ». Je crois que la meilleure surprise, ça a été de voir comment l'unité pouvait se faire. Ça, c'est vraiment... avec une petite réticence au début, parce que nous sommes allés chercher peu à peu les associations qui se demandaient, chacun, vous savez, est un peu comme l'élève qui cache sa copie pour que le voisin ne copie pas. Et donc, il fallait changer cette habitude-là. Certains sont venus avec réticence, certains ont mis plusieurs années à nous rejoindre et ont découvert que... dans une grande confiance et parce qu'il y avait de la collégialité, que personne ne tordait le bras dans le dos des autres. Alors ça prend beaucoup de temps, hein, c'est la synodalité qu'on vivait déjà avant que la question soit à l'ordre du jour dans l'Église. Ça prend beaucoup de temps. N'empêche que c'est comme ça qu'on peut avancer tous ensemble. Et ça, l'unité, ça remplit de joie. C'est vraiment... passer un petit coup de fil et dire « Dis donc, tu peux m'aider sur ce truc-là, je sais pas comment faire, t'as une... » Voilà. Ça fluidifie tous les rapports entre les mouvements et ça aide à avancer tous ensemble.
Alors, c'est une expérience que vous avez faite en France, mais vous me disiez en préparant cet entretien qu'en fait, si on regarde les expériences en Espagne, en Pologne, en fait, il y a déjà eu cette convergence des associations qui se disent ensemble nous serons plus forts. Oui, alors on connaît beaucoup la situation aux États-Unis. Elle est voilà, elle est sous nos yeux. On connaît toute l'histoire du renversement de l'arrêt Roe versus Wade et ce qui en a découlé ensuite. Mais on connaît moins dans d'autres pays. Je n'ai pas cité l'Espagne, j'ai cité la Pardon. Pologne et les Philippines, qui ont fait le même schéma de développement, d'unité entre les mouvements pour faire progresser les questions autour de la vie. Donc il y a des pays qui y arrivent mieux que nous. La meilleure preuve, c'est de regarder nos chiffres d'avortement. Pour le moment, on est j'ai envie de dire au fond du gouffre. On est le pire pays en Europe. On a le taux de recours à l'avortement le plus élevé qui continue d'augmenter, alors que la plupart des pays, sauf la Grande-Bretagne et l'Espagne, mais la plupart des autres pays voient baisser leurs chiffres de manière très importante. On est à 230 000 et quelques avortements. L'Allemagne est à 90 000. Ils sont 16 millions de plus que nous. Donc, il y a possibilité de faire une autre politique, de faire progresser cette question de la vie. La politique des petits pas, je pense on ne pourra pas aujourd'hui supprimer la loi Veil, et je pense que beaucoup en sont convaincus maintenant. Mais la politique des petits pas, elle est possible. Il y a d'autres façons de s'y prendre, d'autres façons de faire. Et pour ça, il faut que nous, on soit meilleurs. On ne peut pas juste accuser les pouvoirs publics ou accuser nos élus. Les élus ne sont que le reflet de ce que sont les Français. Et donc, chacun de nous porte une part de responsabilité pour faire progresser ces questions-là, autour de la famille, de l'accueil du handicap, de la fin de vie, de la bientraitance des familles. On a tous une part de responsabilité. Alors, ce qu'il y a de remarquable avec donc ce forum des associations et donc autour de la vie, c'est d'une part la prise en compte de toute la vie, vous le citiez tout à l'heure, voilà, de la naissance jusqu'à la mort et au-delà, hein, pour ceux qui y croient, et que on est vraiment positivement entraîné à se dire qu'on est capable, en fait, par rapport à une société qui paraît ne pas aider, ou qui même franchement met des bâtons dans les roues, l'idée de ce forum, c'est vous pouvez vous mobiliser, d'ailleurs vous n'êtes pas seul, il y a des associations compétentes qui peuvent vous aider, vous rencontrerez d'ailleurs des gens qui ont les mêmes difficultés que vous. Voilà. L'idée c'est un empouvoirment, comme dirait une féministe, de ceux qui se débattent dans les difficultés de la vie. Oui, c'est ça, on est tous capables, on peut tous faire quelque chose. Je pense qu'on a passé trop de temps à se lamenter. Vous savez, sur la porte du pape François, à Sainte-Marthe, il paraît, je suis pas allée voir, hein, mais il paraît qu'il y a un panneau marqué « Pregare non lamentarsi ». Prière de ne pas se lamenter. Quand on a participé à l'audience générale l'année dernière, il a eu un petit mot pour nous et il nous a rappelé ça. Prière de ne pas vous lamenter dans son discours public sur la place Saint-Pierre le mercredi matin. On a passé trop de temps à ça. Or, on a tous des ressources. On est tous capables d'aider d'une manière ou d'une autre. Et les associations ont, pour elles ont développé des compétences très particulières, affûtées, elles connaissent les situations et elles sont capables d'aider. Donc, mettons tout ça au service de tous. Moi, j'appelle aussi à s'engager. Voilà, toutes ces associations, je prêche pas seulement pour ma paroisse, mais il y a toute une gamme d'associations où il est possible de s'engager. C'est les lieux où on peut agir en bon samaritain pour notre société, être au plus près des autres et apporter nos compétences pour contribuer ensemble au bien commun. Quand vous disiez 120 ans, 1905, 1905 c'était les inventaires, c'était la séparation violente de l'Église et de l'État, et ça veut dire que les AFC ont quand même traversé des choses la guerre de 14-18, 39-45, l'occupation allemande. Autrement dit, bien sûr, on vit en ce moment des temps pénibles, mais voilà. Peut-être que par rapport à l'occupation allemande, c'était quand même, il y avait d'autres difficultés matérielles très concrètes. Et voilà, les AFC ont été là. D'autres associations plus jeunes, elles aussi, depuis 10, 15, 20, 50 ans, sont en train d'aider les Français à faire en sorte d'aller mieux. Donc, c'est vraiment presque le premier message que je trouve formidable dans Viva le Forum, c'est l'idée de dire qu'en fait c'est possible et qu'il n'y a aucune raison de désespérer, ou en tout cas on peut consacrer un temps à la désespérance, mais qu'après voilà,
coup de talon et on remonte. On n'avait pas prévu que ce soit le jubilé de l'espérance, mais je pense qu'on est vraiment dans le, Vous êtes dans le tempo. Voilà. Donc, Viva le Forum, donc d'abord, c'est un site internet, viva-le-forum en un seul mot.fr. C'est des ateliers qui sont déjà ouverts aux inscriptions. Il y a un site internet qui permet de réserver tel ou tel atelier. Est-ce que vous avez un conseil, dire évitez par exemple de vous abonner à 15 ateliers parce que vous n'allez pas y arriver Alors, les horaires sont connus, donc on peut faire 15 ateliers sur 2 jours, j'imagine, mais ce sera le marathon. Donc, il faut prévoir, il y aura de la restauration sur place, il faut prévoir ses temps de pause. Voilà, et puis après, on fait à la carte selon ce qui est intéressant. Et les conférences et les plénières aussi, qui seront intéressantes avec des personnalités plus connues qui interviendront. Est-ce que vous avez envie, dans la minute et demie qui nous reste, de citer une personnalité ou deux Oui, alors par exemple le philosophe Rémi Brague, la philosophe Marianne Durano, qui vont intervenir, mais aussi le couple David et Hélène Bonhomme. Hélène Bonhomme sont les fabuleuses qui réfléchissent beaucoup à la place des mères entre travail et famille. Voilà, il y aura un certain nombre de personnes un petit peu connues qui seront intéressantes à venir écouter également. Donc, Pascale Morinière, merci 1000 fois. Je rappelle, donc, Viva le Forum, organisé par 17 associations sur l'ensemble des problématiques de la vie. Voilà, qu'il s'agisse d'expliquer à un enfant qui doit lâcher son téléphone ou à un grand-parent comment est-ce qu'il doit parler des bouquins qu'il aimait quand il était petit. Et on va vous accompagner, j'espère, jusqu'au 22 et 23 mars en recevant ceux qui animent ces ateliers. Et merci 1000 fois d'avoir été avec nous sur Radio Courtoisie pour nous parler de Viva le Forum. Merci à vous. Merci beaucoup.